Bonjour et bienvenue à tous dans le Morning. Il est 8h tapante à Tel Aviv. On fait tout de suite le tour des grands titres de l'actualité. A commencer par ce dernier volet de la saga FIFA, la démission de son président fraîchement réélu Sepp Blatter à la surprise générale. L'insubmersible septagénaire annonçait hier qu'il quittait ses fonctions en plein scandale de corruption. On apprend que lui aussi ferait l'objet d'une enquête de la FBI. La NSA privée de ses super pouvoirs. Barack Obama a signé hier le US Freedom Act qui limite les vastes moyens de surveillance de l'agence américaine. Une loi censée mieux protéger la vie privée des citoyens ainsi que leur liberté civile. Et puis hier, c'était le sommet de Paris. 24 pays qui sont réunis pour redéfinir la stratégie de lutte contre l'organisation État islamique. Un bilan mitigé, aucun changement majeur. Le plan prévoit de soutenir le gouvernement irakien et les tribus sunnites indispensables à la lutte contre le groupe djihadiste. Et puis quelle place ont les réseaux sociaux dans les relations amoureuses d'aujourd'hui? On verra comment les sites de rencontres influencent notre perception de l'amour et de l'autre. Comment marche le couple de zéro? Élément de réponse en deuxième partie d'émission. Voilà, bonjour à tous. On ouvre ce matin avec cet énième coup de théâtre dans la saga FIFA. Sepp Blatter, tout juste réélu président de l'organisation pour son 5e mandat, annonce hier soir sa démission. En plein scandale de corruption, l'insubmersible suisse ferait lui aussi l'objet d'une enquête fédérale de la FBI. Les explications tout de suite par Elsa Morgan. Je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Acculé de toutes parts, le patron de la FIFA a fini par céder et a annoncé mardi soir sa démission. Une démission inattendue alors que Joseph Blatter venait tout juste d'être réélu pour un 5e mandat vendredi dernier lors d'un vote sans appel, car l'homme de 79 ans avait failli être reconduit dès le premier tour. Son unique opposant, le prince Ali de Jordanie, s'était retiré avant le second tour, estimant n'avoir aucune chance. Il a d'ores et déjà annoncé se porter candidat pour le congrès extraordinaire électif qui aura lieu entre décembre 2015 et mars 2016. Les réactions à la démission de Blatter ne se sont pas fait attendre. À ce stade, on ne sait pas ce qui a finalement décidé Sepp Blatter. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux qu'il ait accepté ce qui était une évidence pour nous depuis longtemps, à savoir que sa crédibilité en tant que chef de file de la FIFA est complètement détruite. Dès mardi soir, le président de l'UEFA, Michel Platini, a salué le courage de Blatter, dont il avait publiquement exigé la démission il y a une semaine, au moment où 14 hauts membres de la FIFA avaient été interpellés, entre autres pour corruption. L'affaire de plus qui a fait déborder la coupe, c'est peut-être celle révélée quelques heures avant l'annonce de Blatter. Son bras droit a été directement impliqué dans une affaire de pot de vin. Jérôme Valk a transféré plus de 9 millions d'euros sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation Jack Werner. Du scandale Mastercard aux attributions des mondiaux 2010, 2018 et 2022, en passant par l'affaire ISL, Sepp Blatter paraissait pour beaucoup indestructible et se considérait lui-même comme un capitaine qui n'abandonnerait jamais son navire. Mais la tempête a fini par avoir raison de l'insubmersible Sepp Blatter. Rudy, Sepp Blatter démissionne, tout le monde paraît très surpris, mais finalement, est-ce qu'on pouvait quand même s'y attendre quelque part ? Hier, oui, parce que tout a basculé dans la journée d'hier lorsqu'on a appris par le New York Times que Jérôme Valk, qui est le bras droit, le numéro 2 de la FIFA, était lui-même impliqué dans donc, ce versement de 9 millions d'euros au président de la CONCACAF, Jack Werner. Alors l'implication de Jérôme Valk rend la situation finalement ingérable pour Blatter car il s'agit de son plus proche collaborateur. Impossible de dire qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant de ce versement. Alors il se murmure que la justice et le FBI pourraient bientôt interroger Sepp Blatter. Ce n'est donc que le début des ennuis pour celui que ses détracteurs surnomment le parrain du foot. Alors, la réélection du nouveau président de la FIFA aura lieu entre décembre 2015 et mars 2016. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Eh bien, c'est le début d'un long calvaire pour Blatter qui va devoir rester à la tête de la FIFA, tout simplement parce que les statuts de l'organisation prévoient un délai minimum de 4 mois entre la démission d'un président et la nouvelle élection. Et il a promis déjà de commencer à faire le ménage dans cet espace. Mais ça va être long, très long pour lui. Alors, pour lui succéder, on parle de Michel Platini, bien sûr, mais aussi du prince Ali,
hein, toujours. Oui, on parle du prince Ali, mais Platini, c'est quand même celui qui a porté les stockades, c'est celui qui a porté la révolte en demandant publiquement à Blatter de partir. Il a hier salué une décision, je cite, courageuse. Platini donc serait le candidat idéal pour succéder à Blatter et surtout pour incarner l'après-Blatter, une page post-Blatter. Et quand on sait que la légende du foot avait déjà hésité avant cette campagne à se présenter, voyant qu'il était face à Blatter et qu'il n'avait aucune chance, il n'y est pas allé, eh bien cette fois il hésite et il consultera samedi lors d'une réunion qui va précéder la finale de la Ligue des Champions le comité exécutif de l'UEFA pour savoir ou non s'il se porte candidat. Merci beaucoup, Rudy Saada. Énorme victoire également pour Jo-Wilfried Tsonga. Pour la deuxième fois de sa carrière, le numéro 15 mondial s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Roland-Garros. Après son succès, hier, énorme succès en 5-7 contre le japonais Kei Nishikori, numéro 5. Le dernier rescapé français affrontera le Suisse Stan Wawrinka qui a battu un peu plus tôt son compatriote Roger Federer, et oui, lui-même en 3-7. Autre sujet dans l'actualité de ce matin, le Sénat américain a adopté le USA Freedom Act, un projet de loi qui instaura une limitation des pouvoirs de surveillance de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, en contrepartie d'une prolongation de certaines dispositions du Patriot Act. Ce changement devrait, selon Barack Obama, protéger la vie privée des citoyens américains ainsi que leur liberté civile. Ariane Ménage. C'était l'un des derniers grands travaux de Barack Obama. Le Freedom Act a finalement été adopté par le Sénat américain hier soir. Ce projet de loi force la NSA à stopper son programme abusif de collecte de données. Après les révélations des pratiques de la NSA en 2013 par Edward Snowden, Barack Obama avait souhaité une réforme de la collecte de données. Un espionnage rendu légal par le Patriot Act voté par l'administration Bush. Ce que permet le Freedom Act, c'est de poursuivre les pratiques non controversées qui existent aujourd'hui. Par exemple, c'est la possibilité pour la FBI ou toute autre agence de sécurité d'utiliser des micros si l'on soupçonne qu'un individu est impliqué dans des actes terroristes. S'il change de téléphone, nous pourrons passer d'un téléphone à un autre. Ceci n'est pas une mesure polémique. Le Freedom Act prévoit plusieurs changements. Des données seront bien sûr toujours collectées au nom de la lutte contre le terrorisme, mais après investigation et non plus de façon automatique. Elles ne seront plus stockées par le gouvernement, mais par les grandes compagnies téléphoniques. Et finalement, le contrôle judiciaire sur l'exploitation de données par les agences de renseignement sera renforcé. Ce vote est donc une victoire pour Barack Obama. La Maison-Blanche ne perd pas ses outils de surveillance et par un projet de loi plus mesuré, regagne la confiance des Américains. Et on revient sur le sommet de Paris hier, très attendu. 24 pays se sont réunis pour redéfinir la stratégie de lutte contre l'organisation de l'État islamique. Aucun changement majeur au programme. Le plan prévoit toujours de soutenir le gouvernement irakien et les tribus sunnites, indispensables, disent-ils, à la lutte contre le groupe djihadiste. Léa Berdugo. Une réunion au sommet sur fond de critiques de la part du gouvernement irakien. La coalition internationale contre le groupe État islamique est un échec. Ce sont les mots du Premier ministre irakien Haider al-Abadi. Car depuis un an, et malgré les 4000 raids effectués par la coalition, l'organisation de l'État islamique ne cesse de progresser en Irak et en Syrie. Il y a beaucoup de mots mais peu d'actions sur le terrain, a regretté le Premier ministre irakien. Devant la presse, il a ainsi appelé à un plus grand soutien de la communauté internationale. Haider al-Abadi devait expliquer sa stratégie pour reprendre les territoires irakiens sous contrôle djihadiste, notamment dans la province d'Al-Anbar. Une stratégie plutôt bien accueillie par les Américains. C'est un bon plan pour l'Irak, tant sur le plan militaire que politique. Nous soutenons ce plan qui vise à accélérer la formation et à équiper les tribus locales en coordination avec les autorités d'Al-Anbar et aussi à renforcer l'approvisionnement en nouvelles armes et à recruter des fantassins pour l'armée irakienne. Dans une déclaration commune, la vingtaine de pays et d'organisations réunies à Paris ont apporté leur ferme soutien à ce plan d'urgence imaginé par l'Irak. Il vise notamment à accélérer le soutien aux combattants tribaux de la province d'Al-Anbar et également à garantir que toutes les forces opèrent sous le commandement et le contrôle du Premier ministre.
Le ministre français des Affaires étrangères a lui rappelé que l'action internationale contre le groupe djihadiste était un combat de long terme. La situation en Syrie a également été évoquée. Les membres de la coalition ont appelé au lancement d'un processus politique sous l'égide de l'ONU pour établir la paix dans le pays. La stabilisation de l'Irak ne pourra être complètement achevée s'il n'y a pas une transition politique en Syrie, puisque maintenant les frontières ont été bouleversées et nous savons que Daesh agit d'un côté et de l'autre de la frontière. Daesh est un groupe mobile qui ignore les frontières et la véritable course au chaos qui se joue en Syrie a donc un impact direct sur l'efficacité de l'action en Irak. Autre dossier brûlant, le nombre de combattants étrangers dans les rangs de Daesh. 60% selon le Premier ministre irakien. Les mots ont été fermes. Il y a un problème international. Il doit être résolu. Voilà, on joint tout de suite par téléphone Christian Mallard, consultant diplomatique pour i24 News. Bonjour Christian. Ce sommet de Paris était très attendu. Pourtant, on l'a dit, aucun changement majeur n'a été décidé. Et on le sait, la coalition internationale ne semble pas réussir pour l'instant à faire reculer le groupe État islamique en Syrie. Comment vous l'expliquez ? Vous avez tout à fait raison. Vous savez, quand j'ai entendu à la fin du discours Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain adjoint, dire nous sommes unis, déterminés, concentrés, je me suis dit qu'il parlait sans doute d'unité, de détermination, de façade. Parce que, si vous voulez, la coalition a un langage qui est très clair adressé aux Irakiens, à M. Haïdar al-Abadi, le Premier ministre, en lui disant, écoutez, on ne peut pas aller de l'avant si vous n'incluez pas au niveau politique et militaire les sunnites, qui sont certes minoritaires dans votre pays, mais que vous rejetez depuis la chute de Saddam Hussein qui les protégeait, depuis sa chute en 2003. Donc il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est d'union nationale, de réconciliation nationale. C'est le terme qui a été utilisé par Laurent Fabius à plusieurs reprises. Alors ce Haïdar al-Abadi avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il acceptait ses remarques, qu'il acceptait ses propositions, il y a quelques mois déjà à Londres. Mais finalement, il n'a jamais tenu parole, parce qu'il y a cette pression iranienne, ce gouvernement qui est complètement inféodé à l'Iran, rejette les sunnites. On va en reparler, mais comment, Christian, comment vous expliquez comment vous expliquez également la frilosité de la coalition internationale, mais surtout des Américains à agir en Syrie? Parce que c'est clair, M. Obama ne veut pas s'investir dans cette guerre. M. Obama est pour le retrait de toutes les troupes à travers le monde. Il a retiré ses troupes d'Irak en 2011, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Il aurait peut-être dû réfléchir avant de laisser le pays s'installer dans le chaos. Et puis là, je vous le dis, je le répète, il y a un certain nombre de militaires de haut rang à Washington, au Pentagone, qui critiquent Obama et qui disent même ouvertement, quand il vous dit qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout, à affaiblir Daesh, puis à détruire, à éradiquer Daesh, il vous ment. Donc c'est quand même grave. On voit bien qu'il y a un Obama qui n'est pas du tout mobilisé, qui n'est pas du tout motivé pour aller de l'avant. Donc il n'y a pas de souffle américain. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ali, l'Iran a dit qu'il soutiendrait, le président Hassan Rouhani a dit qu'il soutiendrait jusqu'au bout Bachar el-Assad. Est-ce qu'avec l'aide de la République islamique, Bachar el-Assad peut encore renverser la vapeur et récupérer des territoires? Je ne sais pas s'il peut renverser Léonore, mais il peut continuer à survivre sans doute pour longtemps, je suppose. Léonore, en ce qui concerne ce sommet, il y a deux remarques à faire. Un, Laurent Fabius, dans ses propos, il a défini l'État islamique comme groupe et il est déjà au-delà de la définition du groupe, l'État islamique. C'est une entité qui a une administration, qui a des gouverneurs dans les régions, qui a des administrations et c'est comme cela qu'il faut attaquer à l'État islamique. Ça, c'est un point. Un deuxième point, le titre du sommet, c'était battre l'État islamique ou faire face à l'État islamique en Irak. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe au Libye? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? On est là au sud d'Israël, au Sinaï, l'État islamique, il est devenu le groupe le plus important. Donc il n'y a pas une vision plus large de l'Irak. Il faut y avoir une vision beaucoup plus large en concernant que l'État islamique est une menace sur plusieurs régions. En ce qui concerne la Syrie, Qasem Soleimani, un des chefs les plus importants des gardes de la révolution iranienne, a promis que dans les semaines à venir, il y aura une contre-offensive menée par les Iraniens avec l'aide des experts russes pour essayer. Alors justement, est-ce que la Syrie est un pays amené à disparaître, complètement mangé par justement le califat d'État islamique?
L'État islamique contrôle désormais 50% du territoire syrien, mais c'est les parties les moins peuplées du pays. Le régime contrôle encore les parties les plus peuplées, mais la souveraineté de l'État syrien est en question, et ce n'est pas seulement dans le contexte de l'État islamique. Quand Assad fait appel à l'Iran, quand l'Iran désormais, c'est elle qui gouverne la Syrie, c'est un autre danger auquel doit faire face le président Assad, même s'il réussit à survivre. Allez, un mot sur ces rumeurs de l'ambassade américaine en Syrie qui a parlé hier de tractations entre le groupe État islamique et Bachar el-Assad. Est-ce que c'est crédible ? À mon avis, non, le groupe, les pays sunnites ont accusé toujours Bachar Assad de soutenir l'État islamique pour justifier la campagne qu'il mène contre les civils syriens. Mais quand on arrive à l'avenir d'Assad, pas l'avenir politique, mais à l'avenir personnel d'Assad et de quelques millions d'Alaouites en Syrie, ça paraît beaucoup moins crédible. Merci beaucoup, Ali Waked. Le président américain Barack Obama a accordé hier une interview à nos confrères de la chaîne israélienne Arutz Shtaim, un long entretien au cours duquel il est revenu sur les dossiers chauds du moment. On va tout de suite écouter un extrait sur ses déclarations et sur la nécessité, selon lui, d'un État palestinien. Le Premier ministre Netanyahou pense toujours d'abord à la sécurité, mais que la paix est naïve. Ce qui semble être sage et prudent sur le court terme peut s'avérer être imprudent sur le long terme. S'il n'y a pas de solution au statu quo, à cause de la démographie ou à cause des pressions, je pense que sur le long terme, Israël n'aura pas d'autre choix que de repenser le statut de l'État israélien. Maurice, c'est clairement une nouvelle tentative des Américains de faire pression sur le gouvernement israélien. Comment Benjamin Netanyahou peut réagir à cela ? Écoutez, difficilement. Là, la présidence du Conseil à Jérusalem a tout simplement demandé tout de suite après l'interview au ministre israélien de ne pas réagir et de garder le silence. Et on n'a pas entendu non plus Benjamin Netanyahou réagir. Mais ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'Obama n'a pas utilisé les journalistes proches de la Maison-Blanche pour faire passer son message. Il a voulu s'adresser directement aux Israéliens en passant par-dessus les autorités israéliennes. Et là, quand il s'adresse aux Israéliens, les menaces du président des États-Unis sont beaucoup plus précises. Alors, vous avez entendu, dans le contexte actuel du blocage du processus de paix et à la lumière des dernières conditions posées par Benjamin Netanyahou pour relancer ce processus de paix, il sera difficile, a dit Barack Obama, pour les États-Unis de soutenir Israël auprès des Nations Unies, et une référence à l'initiative française auprès du Conseil de sécurité qui ne devrait pas tarder. Alors, Obama a indiqué qu'Israël pourrait perdre sa crédibilité sur la scène internationale, et c'est le mot-clé. En gros, les Américains n'ont plus du tout confiance en Benjamin Netanyahou, même si le président des États-Unis affirme qu'il n'a rien personnellement contre Benjamin Netanyahou, mais qu'il est inquiet pour la démocratie israélienne et surtout pour l'utilisation de la peur à des fins politiques. Alors, autre pression internationale contre Israël, elle vient cette fois du mouvement de boycott des étudiants britanniques. Oui, ça, c'est encore une grande victoire pour les partisans du boycott contre Israël, et c'est aussi un grand sujet d'inquiétude pour Israël. Alors l'Union des étudiants de Grande-Bretagne, qui fédère une centaine d'organisations étudiantes et regroupe à peu près 7 millions d'étudiants en Grande-Bretagne, s'associe directement à BDS, et l'Union des étudiants britanniques dénonce l'occupation israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, comme s'il y avait encore des soldats israéliens dans la bande de Gaza. L'Union des étudiants britanniques appelle le gouvernement britannique à cesser ses ventes et livraisons d'armes à Israël, demande le boycott des sociétés israéliennes des sociétés qui travaillent avec des colonies israéliennes, et veut soutenir financièrement et juridiquement les militants du BDS. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette résolution n'est pas contraignante, c'est-à-dire que l'ensemble des organisations britanniques étudiantes n'est pas obligé d'adopter cette résolution, mais ça risque d'être un coup dur pour le gouvernement israélien. Un symbole fort, en tout cas. Encore une information, cette information intervient dans un autre contexte. 2 milliardaires américains, Chaim Saban et Sheldon Adelson, l'un démocrate, l'autre républicain, se sont réunis la semaine dernière pour apporter leur soutien aux efforts israéliens pour bloquer ce mouvement de boycott. Et ils ont promis de se réunir cette semaine pour étudier les moyens de le faire, et on peut penser qu'il y aura beaucoup de dollars. Merci beaucoup Maurice Fergan. Direction la France à présent, alors que l'Europe cherche des solutions pour accueillir plus de migrants. La France a procédé hier à l'évacuation de plusieurs campements illégaux à Calais et en plein centre de Paris au lendemain de bagarres entre ces communautés de migrants. Myriam Aman.
24 blessés, dont 14 hospitalisés. C'est le bilan de la rixe entre migrants soudanais et érythréens à Calais. C'est dans un campement sauvage de la plaque tournante des migrations vers la Grande-Bretagne que cette rixe a éclaté. Si 2 camps ont été évacués ce lundi à la suite de décisions de justice, la peur de représailles reste entière. Soit les gens se calment en disant bon, il y a eu assez de bêtises, assez d'erreurs comme ça, on arrête là. Soit dans ces situations-là, il y a aussi un risque de représailles en disant ils ont brûlé toutes nos tentes, on ne sait pas où dormir, ce soir on va se venger, on va brûler leurs tentes. C'est des réactions, les 2 réactions sont possibles. Autre inquiétude, la situation sanitaire de ces migrants. Les associations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Les besoins de certains migrants n'étaient pas couverts ces derniers jours. Selon la préfecture locale, environ 2500 migrants vivent dans des tentes ou abris de fortune à Calais en attendant de rejoindre l'Eldorado britannique. Dans le même temps, c'est à Paris qu'un campement a aussi été évacué. Plusieurs centaines de migrants y étaient installés dans de très mauvaises conditions sanitaires. Une opération menée en coordination avec l'association France Terre d'Asile est très encadrée. La sécurisation du site va se faire en 2 étapes. D'abord, il va y avoir effectivement une évacuation qui va être faite de tous les déchets recensés sur le site, etc., tout en permettant aux personnes qui n'avaient pas pu être sur le site ce matin de récupérer leurs effets personnels. Ça, c'est un point très important. La deuxième étape, effectivement, va consister en un gardiennage qui va être mis en place sur le site, un gardiennage statique, avant que des éléments de barriérage de chantier de la RATP puissent venir s'installer. Les centaines de migrants devaient tous être relogés après cette évacuation. Beaucoup d'hommes seuls, quelques femmes avec enfants. Des parcours de vie plutôt chaotiques. L'espoir d'une vie meilleure en France ou en Grande-Bretagne, aujourd'hui compromis pour ces migrants. Et on en parle avec Pierre-Yves Bournazel, vice-président délégué du groupe UMP ou les Républicains au Conseil de Paris et élu du 18e arrondissement, la même où ces campements ont été évacués hier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors on reparle de cette évacuation qui a fait un scandale. Que vont d'abord devenir ces migrants ? Bonjour, écoutez, je considère qu'il fallait d'abord démanteler ce campement qui était un campement indigne de la capitale de la France, d'abord parce qu'il y avait des risques d'épidémie, que ces migrants doivent être traités avec humanité. Et ensuite, il faut regarder au cas par cas. Dans l'hébergement temporaire d'urgence qu'il faut leur accorder, il faut ensuite regarder au cas par cas ceux qui ont vocation à bénéficier du droit d'asile et ceux qui ont vocation à rentrer dans leur pays d'origine. Et je crois qu'à ce propos, moi je veux faire des propositions. D'abord, il faut harmoniser notre droit européen du droit d'asile. Parce qu'on ne peut pas fonctionner de manière franco-française, mais il faut qu'il y ait à l'échelle de l'Union européenne le même droit. Et il faut que la décision d'accorder ou pas le droit d'asile soit plus rapide. Parce que si on a des décisions rapides, eh bien on évitera des campements de migrants. Alors justement, l'Union européenne a indiqué qu'elle voulait imposer des quotas à la France. Le gouvernement a pour le moment refusé à cette option. Alors quelle autre proposition, quelle autre solution peut-on proposer justement pour répondre à cette crise dans le cas de la France ? Alors les quotas, je n'y suis pas favorable parce que je suis favorable à une immigration choisie et non à une immigration subie. Et donc une immigration choisie doit être fondée sur la possibilité d'intégrer des populations par l'apprentissage de la langue, par le respect des valeurs républicaines françaises, par la capacité à s'intégrer par le travail. En revanche, il y a la question du droit d'asile. Certains sont persécutés dans leur pays pour des raisons politiques. Ils peuvent bénéficier du droit d'asile, mais ils doivent avoir des réponses rapides afin de pouvoir être intégrés. Et puis celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, ils doivent avoir des réponses aussi rapides de refus pour qu'on puisse les reconduire rapidement à la frontière et chez eux. Et donc ça évitera beaucoup de campements, parce que souvent les gens qui sont dans les campements, c'est des gens qui n'ont pas de réponse ou pas de décision rapide sur la possibilité de bénéficier du droit d'asile. Et puis deuxièmement, il faut que l'Union européenne se dote de véritables moyens. Il faut augmenter les moyens de Frontex, qui est en fait cette police des frontières européennes, pour lutter notamment contre ces mafias, ces réseaux de passeurs qui sont des criminels et qui instrumentalisent la misère humaine. Il est temps que le gouvernement français et l'Union européenne luttent efficacement contre ces passeurs, parce qu'il faut s'attaquer aux racines du mal. Merci beaucoup. Enfin, si vous me permettez, il faut développer enfin la coopération en Afrique et aider à développer les écoles et la formation dans ces pays-là
pour éviter les développements migratoires. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel d'avoir été avec nous ce matin. On passe à une page écologie en ouvrant la réunion du Conseil national de l'air. Ségolène Royal a présenté mardi 2 juin un ensemble de mesures écologiques, dont la mise en place des pastilles de couleur. On va retourner sur ces pastilles et ces vignettes avec vous, Betsabé Salem. Alors, selon le degré de pollution des véhicules, chacun aurait une pastille de couleur différente. Hein, voilà, c'est la nouvelle idée du gouvernement qui semble de plus en plus intéressé à l'écologie et aux problèmes environnementaux. Alors, on va avoir plusieurs pastilles qui sont somme toute gratuites au début, mais qui seront bientôt payantes. Et en gros, vous allez avoir les conducteurs qui vont aller demander leur petite pastille en fonction du degré de pollution de leur voiture. Alors, vous avez d'un côté ces mesures pour l'écologie, des pastilles qui sont quand même payantes finalement, puisqu'après quelques mois, elles deviennent payantes, des pastilles qui permettent de circuler dans des zones de circulation restreintes, qui permettent de bénéficier, pour les voitures bien sûr les moins polluantes, de modalités de stationnement favorables, donc des avantages évidents pour les voitures les moins polluantes, des mesures qui vont faire grincer les dents, on se doute, des Français qui ont des voitures plus polluantes. Et puis de l'autre côté, à côté de ce gouvernement plein de bonnes idées, vous avez une indifférence, cela dit, montante à l'égard des problématiques écologiques de la part des Français. Une étude de la société de services Greenflex, faite en partenariat avec ADEMA, c'est l'agence de l'environnement, qui est parue ce lundi, montre clairement la diminution de l'importance de l'écologie dans la mentalité française. Regardez, 23,7%, un quart donc des 3500 personnes interrogées se désintéressent des problématiques écologiques, contre 15% l'année précédente. En somme, l'écologie a perdu 8% de fans en un an seulement, sans compter que 20% des personnes interrogées ne veulent plus entendre parler de l'écologie, seulement si cela pouvait leur faire gagner de l'argent. Bref, les Français pas très enclins à faire des sacrifices sur le plan de l'écologie. Alors, qui sont juste ces rétractés de l'écologie, ceux qui ne veulent plus la soutenir? Eh bien, apparemment, ce sont les chômeurs et les populations modestes qui veulent quoi? Surtout, améliorer la précarité plutôt que l'écologie, en fait. D'ailleurs, les réactions sur les réseaux sociaux sont plutôt mesurées. Alors, plutôt sceptiques, effectivement. Les internautes, regardez, par exemple, vous avez cette proposition, mettons une pastille aux fumeurs. Et oui, les fumeurs qui émettraient autant de particules que les pots d'échappement. Ou alors ce tweetos qui se demande, c'est pique, si les gens vont vraiment débourser 5 € pour dénoncer leur véhicule comme gravement polluant. Ou encore, les idées, c'est comme les déchets, ça se recycle. Et oui, Ségolène Royal n'a rien inventé, elle reprend pour beaucoup cette pastille verte du début des années 2000, proposée à l'époque par une autre écologiste, Dominique Voynet. Merci beaucoup Betsabé Salem, vous restez avec nous. Dans un instant, on parlera des réseaux sociaux et de la place que prennent ces réseaux dans les relations amoureuses d'aujourd'hui. On verra comment les sites de rencontres justement influent notre perception de l'amour et de l'autre, comment marche le couple de zéro. C'est dans un instant, juste après un point sur l'actualité avec Sarah Gaudron. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. Il est 8h42 et on parle de cette histoire ce matin surprenante. En Afrique du Sud, la mort d'une touriste américaine de 22 ans suscite une vive émotion. La jeune femme a été attaquée par un lion dans un parc animalier alors qu'elle avait laissé la fenêtre de sa voiture ouverte malgré l'interdiction. Regardez. Un drame épouvantable dans un parc animalier de Johannesburg. Une touriste américaine de 22 ans en vacances en Afrique du Sud est morte ce lundi, attaquée par un lion. La jeune femme, accompagnée par un guide, a été mortellement mordue par le prédateur alors qu'elle tentait de prendre des clichés de l'animal depuis son véhicule, fenêtre ouverte. Ils étaient en voiture dans l'un des enclos lorsqu'une lionne s'est approchée du véhicule par la gauche. Selon des témoins, l'animal marchait lentement vers la voiture quand celle-ci s'est arrêtée à 1 mètre de lui pour permettre à la dame de prendre des photos. À ce moment-là, la bête a sauté vers la voiture et a mordu la jeune femme à travers la fenêtre qui était ouverte. Immédiatement après l'attaque, le personnel du parc se rend dans l'enclos pour chasser la bête. Les secours sont appelés en renfort.
Le conducteur n'est que modérément blessé, mais la touriste succombe rapidement à ses blessures. Un drame qui aurait pu être évité. Nous remettons à tous une feuille de papier à l'entrée du parc pour dire aux visiteurs de ne pas rouler fenêtre ouverte. Et nous leur expliquons pourquoi. Il semblerait que tout le monde ne respecte pas les instructions. Mais pour la police sud-africaine qui a ouvert une enquête, ce safari aurait fait preuve de négligence. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Lion Park de Johannesburg fait la une des médias locaux. En mars dernier, un Australien avait déjà été blessé par un lion dans les mêmes conditions. De son côté, la direction affirme que le parc restera malgré tout ouvert au public. L'animal, quant à lui, va être placé en isolement jusqu'à nouvel ordre. Allez, on passe à notre sujet société du jour. Internet est-il en train de révolutionner les relations amoureuses, des histoires sans lendemain? C'est ce que recherchaient de plus en plus d'utilisateurs des sites de rencontres, 2 fois plus même qu'il y a 3 ans, n'est-ce pas Bethsabée? Oui, effectivement. La proportion d'utilisateurs de sites de rencontres qui admettent ne rechercher que des aventures sans lendemain, je cite, eh bien, a presque doublé entre 2012 et 2015, passant de 22 à 38%. C'est ce qu'indique un sondage de l'IFOP. Et une évolution de cette ampleur, eh bien, on n'en voit pas souvent, souligne le directeur de l'étude. Une tendance qui se vérifie d'ailleurs au passage plus particulièrement chez les hommes. Et oui, 50% ne veulent que des coups d'un soir, apparemment. Alors, ces chiffres concernent certes, on l'a dit, les utilisateurs de sites de rencontres. Mais cette pratique des sites de rencontres se propage, une percée dans les mœurs de ces applications qui sont traduites en chiffres. Et oui, 4 Français sur 10 sont déjà inscrits dans leur vie, contre 2 sur 10 en 2010. Donc on peut dire que ça concerne la société. Mais il y a même des conséquences apparemment sur la santé. Voilà, alors, quand bien même les sites de rencontres favorisent apparemment le développement de pratiques sexuelles dites virtuelles, vous avez les échanges de photos ou les échanges via webcam, donc caractère sexuel, un quart des Français, 26% ont déjà eu un rapport sexuel avec un partenaire rencontré sur ce type de site. Alors conséquence, somme toute logique, augmentation des cas de MST. Plusieurs études aux États-Unis, par exemple, selon le département de santé de l'État de Rhode Island, les cas de MST ont augmenté de manière significative entre 2013 et 2014. Vous avez par exemple plus 79% de cas de syphilis, plus 30% d'infections urinaires, plus 30% de nouveaux cas de VIH détectés. Charmant. Or, exactement, charmant, ça donne envie de se rencontrer. Or, les applications, les sites de rencontres seraient liés à cette augmentation justement des maladies sexuelles. En effet, les populations les plus touchées par cette augmentation, que sont-elles? Eh bien, ce sont les jeunes adultes et les homosexuels qui rencontrent régulièrement des inconnus grâce à ces sites de rencontres. Et puis, vous avez les conséquences sur le plan sociologique. La règle devient le butinage. A priori, quand on rencontre quelqu'un, quand on sort avec quelqu'un, eh bien, la relation devrait être exclusive. On n'a pas besoin d'être une grand-mère pour avoir ce réflexe. En tout cas, c'est ce qui se passait jusqu'à présent en France. Eh bien, de plus en plus, le succès de ces applis a poussé les couples potentiels vers ces relations d'un nouveau genre. On date jusqu'à disposition contraire plusieurs personnes. En gros, on n'est plus un couple jusqu'à preuve du contraire. Ouais, l'exclusivité et la fidélité ne sont plus du tout données pour acquises. Exact. Allez, on va en parler tout de suite avec Catherine Lejal, sociologue, qui nous a rejoint par téléphone, auteure de J'arrête d'être hyper connecté aux éditions Erol. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'est plus facile de passer une nuit avec quelqu'un rencontré sur Internet, un anonyme. Qu'est-ce qui pousse finalement les gens à multiplier les partenaires? Bonjour. Alors vous avez tout à fait raison de souligner qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très facile. Mes études sur le terrain prouvent qu'il y a 4 facteurs qui facilitent ces coups d'un soir, on va dire. 2 des facteurs sont liés à l'offre. Quand les sites sont arrivés il y a une dizaine d'années, c'était du matching, c'est-à-dire qu'on passait du temps à sélectionner des critères, à échanger des tas de mails. Aujourd'hui, il y a une offre beaucoup plus application sur le mobile, à la Tinder, Happn, donc liée à la géolocalisation, qui vous propose des profils qui sont immédiatement disponibles puisqu'ils sont à deux pas de chez vous, donc un simple déclic. Donc cette disponibilité fait qu'on passe plus facilement à l'acte, dans le feu de l'action, alors qu'on peut avoir un frein d'aller à un rendez-vous qu'on aura pris sur Internet. Là, on y va, puisque la personne est disponible. La deuxième évolution de l'offre, c'est que tous les prestataires
propose maintenant plein d'événements collectifs où vous vous retrouvez avec des gens pour une soirée morito, pour apprendre à cuisiner. Et là, si y a le feeling, il y a la petite étincelle, on peut poursuivre la soirée, l'événement immédiatement. Donc ces deux évolutions des offres, aussi bien la géolocalisation que les événements collectifs, lèvent des freins. Et puisqu'on est déjà ensemble à proximité, on passe la soirée et la nuit ensemble. Alors, les deux autres facteurs, oui. On parle d'un profond changement sociétal, selon vous, dans le modèle du couple, où cette évolution reste quand même l'exclusivité des rencontres sur Internet? Non. Alors, les deux autres facteurs, justement, sont liés à l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, on est plus dans l'immédiateté, on veut tout de suite. On va dire, même quand on commande quelque chose sur Internet, on a très envie d'aller chercher sa commande immédiatement 1 heure après en magasin. Donc, ce tout de suite et le fait que ça soit disponible simplement dans un coup de pouce avec son mobile, fait que on a aussi envie dans la relation amoureuse ou sexuelle de quelque chose de rapide. Et puis l'autre chose, c'est la confiance dans le numérique. Avec les sites comme eBay ou Le Bon Coin, il y a vraiment une mise en relation immédiate avec un inconnu, et ça se passe bien. C'est pour une transaction plutôt, bien sûr, une transaction d'objets, sur eBay ou Le Bon Coin, ou les Airbnb, les Couchsurfing. Et ce que je veux dire, c'est que cette mise en relation avec des inconnus via Internet se passe toujours très bien. Donc il y a une confiance dans le numérique, que ça se passe bien pour un couchsurfing, pour un prêt d'appartement. Pourquoi ça ne se passerait pas bien aussi dans la relation? Dans la relation. Merci beaucoup, Catherine Lagel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de J'arrête d'être hyper connecté aux éditions Erol. Bras de fer en vue entre le Front National et le Qatar. L'Émirat a décidé d'attaquer en diffamation l'un des hauts dirigeants du Front National qu'il a accusé de soutenir le terrorisme. Et vous allez le voir, le FN promet de riposter à l'audience. Léa Volbert. Le Front National s'apprête à faire le procès du Qatar. Ce sont les mots employés par Marine Le Pen ce mardi matin dans une interview accordée à iTélé. Mais bien avant ces déclarations, le 2 avril dernier, le Qatar avait lui-même pris l'initiative de déposer une plainte en diffamation contre Florian Philippot. En janvier, peu de temps après la série d'attentats, le vice-président du FN avait accusé Doha de financer le djihadisme. Tant mieux, nous allons nous servir de ce procès pour démontrer ce qu'est le Qatar, pour démontrer que c'est une puissance qui a financé les fondamentalistes islamistes. Marine Le Pen affirme par ailleurs détenir toutes les preuves nécessaires et les réserver à la justice. Selon elle, des dizaines de rapports, et notamment des rapports des services de renseignement français, expliquent que le Qatar finance le djihadisme dans le monde entier. Et d'ajouter que des dizaines de témoins seraient prêts à venir démontrer l'agissement de l'Émirat. Ça permettra de voir qui est complice du Qatar. Moi, quand je vois que l'un des avocats du Qatar est très proche de François Hollande, de Jean-Pierre Mignard, qui est président du comité d'éthique du Parti socialiste, et que l'autre, Francis Spinner, qui est l'avocat de Copé et de Juppé, je me dis qu'on a encore une très belle démonstration de l'UMPS. Florian Philippot a quant à lui réagi sur France Info. Il qualifie le Qatar de dictature islamiste susceptible de dicter sa loi, ses débats et ses prises de position à la vie politique française. Un appel aux démocrates de tous bords parce que cette affaire touche à des principes républicains et démocrates extrêmement graves. Il n'a pas à dicter sa loi à la France, aux élus français, aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme dans mon pays. Le Qatar a rappelé dans un communiqué qu'il avait fermement condamné les attentats de janvier et témoigné de sa solidarité avec la France. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a de son côté fait savoir que des enquêtes précises des services de renseignement français avaient permis de disculper le Qatar de tout soupçon de financement de groupes djihadistes. Le verdict est tombé. Abercrombie ne peut pas refuser d'embaucher une femme voilée. La Cour suprême des États-Unis a tranché lundi 1er juin en faveur d'une musulmane que le distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch avait refusé d'embaucher comme vendeuse sous prétexte qu'elle portait justement le hijab, le voile islamique. La décision a été rendue à une très forte majorité de 8 voix contre
une. Alors, nouvelle condamnation pour Abercrombie, Rudy Saada. La marque de vêtements est dans la tourmente après cette histoire. Elle a été obligée de verser 20 000 $ de dommages et intérêts. Et absolument. Pour discrimination, et discrimination, c'est un mot que malheureusement la direction d'Abercrombie connaît bien. En 2005, la marque avait dû verser 50 millions de $ dans le cadre d'une procédure judiciaire aussi pour discrimination. La société était accusée d'avoir refusé l'embauche, cette fois de candidats noirs ou latinos, ou en tout cas de ne pas les avoir mis en avant dans les magasins et de ne pas les avoir montrés aux clients. Et tout ça, ça s'est fait sous l'impulsion de son ancien patron. En effet, à l'époque, Abercrombie, c'était Mac Jeffries, c'était l'homme qui a fait que cette marque Abercrombie a été dédiée aux gens beaux, vendue par des gens beaux. Et pour votre plus grand plaisir, vous allez voir à quoi ressemblait le staff d'un magasin Abercrombie. Ils étaient beaux, plastique parfaite, tenue très très légère. Ils avaient même obligation de porter certaines coupes de cheveux. C'était la culture de l'élitisme. Et cet élitisme, pour ne pas dire cette culture de la discrimination, c'était complètement assumé par Mac Jeffries qui, il faut le dire, en 20 ans a développé cette marque qui date de la fin du 19e siècle. Il en a fait un mastodonte du prêt-à-porter. Regardez ce qu'il disait à l'époque. Il assumait clairement les choses. Nous embauchons des gens beaux dans nos magasins parce que les gens beaux attirent d'autres gens beaux et nous voulons nous adresser à des gens cool et beaux. Beaucoup de gens n'ont rien à faire dans nos vêtements. Sommes-nous exclusifs ? Absolument. Voilà, il l'assumait totalement. Et la culture de l'élitisme qui a fait les beaux jours de la marque ne passe plus du tout depuis quelques années. Plus les polémiques s'accumulent, plus les pertes aussi s'accumulent. L'image de la marque est catastrophique désormais. 63 millions d'euros de pertes par an, une chute vertigineuse pour l'entreprise. Elle a tout simplement triplé en l'espace d'un an. Les pertes ont triplé. Et donc ce qui devait arriver arriva. En décembre dernier, les actionnaires décident donc de se séparer du charismatique et très botoxé Mac Jeffries, qui est donc l'élitiste et qui avait fait de cette marque une marque branchée. Alors depuis, l'entreprise a une direction collégiale à 4 têtes et elle fait tout pour couper justement avec cette image qui a mené à ces pertes. Alors par exemple, avant on ne parlait pas de vendeurs, mais on parlait de mannequins. Les personnes étaient appelées les mannequins. Ils ont depuis été invités donc à se rhabiller et sont redevenus vendeurs. Aussi au niveau de la collection, on joue la carte de la modestie, exit les gros logos qui voulaient dire clairement je fais partie d'une caste, regardez-moi comme je suis beau et branché. Désormais le logo doit se faire plus discret chez Abercrombie. Alors est-ce que cette réorientation porte ses fruits aujourd'hui ? Alors on cherche pour l'instant un vrai nouveau PDG avec une vraie nouvelle vision, mais effectivement pour l'instant le redressement est timide dans le sens où la chute des ventes a été ralentie ce trimestre et l'action a pris 13,5% ce jeudi à Wall Street. C'est-à-dire qu'il y a un effet. Alors comme le dit Le Monde, Abercrombie est enfin sur les chemins de la rédemption marketing. Merci beaucoup Rudy Saada. Le Pont des Arts, symbole parisien et passage obligé des amoureux. Le rite veut justement que ces amoureux fixent un cadenas afin de sceller leur amour. Mais voilà, l'édifice risquerait de crouler sous le poids de ces cadenas. Il a malheureusement fallu les enlever un à un. Julia Galancia. Les amoureux devront manifester leurs sentiments autrement. Ce lundi, la mairie de Paris a commencé à retirer les cadenas d'amour que les couples accrochaient sur le célèbre Pont des Arts. Il y en avait près d'1 million et pesait 45 tonnes, l'équivalent de 30 voitures. Les services municipaux découpent à la scie à métaux les grilles chargées de serrures sous les yeux médusés des touristes. D'un côté, je trouve cela un peu dommage et en même temps, je peux comprendre que le pont ne devrait pas être alourdi par les cadenas comme ça. Je ne suis pas très fan de tout cela. Je pense que ces cadenas représentent l'amour que les gens sont venus sceller ici. Les enlever, c'est un peu comme leur confisquer leurs rêves. Ce décadenassage durera toute la semaine pour ensuite laisser place à une intervention artistique, puis des panneaux vitrés seront posés à l'automne. Quant aux cadenas, ils vont être stockés dans des entrepôts avant d'être recyclés, car trop de romantisme pèse lourd. L'an passé, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée sous le poids du métal. Un risque pour la sécurité des visiteurs, mais aussi une dégradation du patrimoine, selon le premier adjoint au maire de Paris. Paris veut rester la capitale de l'amour, Paris veut rester la capitale du romantisme. On souhaite que les couples du monde entier continuent à venir à Paris et qu'ils se déclarent leur flamme à Paris, qu'ils se demandent en mariage à Paris, s'ils le veulent sur le Pont des Arts, mais de grâce, sans cadenas, parce que ça abîme le patrimoine, ça abîme le pont.
c'est pas très esthétique. De Rome à Moscou, en passant par Berlin, les cadenas d'amour se sont propagés dans de nombreuses villes européennes et sont plus ou moins tolérés par les autorités. Le rite aurait au départ démarré à Rome avant de devenir un phénomène mondial, jusqu'au Maroc ou à la Chine. À suivre, 1 an après la mort des 3 adolescents israéliens assassinés par 2 terroristes, Israël se souvient. On en parle dans un instant. On verra les dizaines de cérémonies qui doivent se dérouler à travers le pays. C'est avec Mathias Inbar, juste après un nouveau point sur l'actualité présenté par Sarah Gaudron. A tout de suite. Il est 9h12, merci d'être toujours avec nous sur i24 News. On reparle de cet exercice hier de grande ampleur de la défense passive en Israël. À 11h et 19h, 5h locales, les sirènes ont retenti à travers tout le pays. Un exercice qui a réveillé les traumatismes de la guerre, de l'été dernier surtout chez les enfants. Le ressenti dans une école, écoutez. Nous nous préparons à tout genre de situations. Malheureusement, tous les 1 an et demi ou 2 ans, nous subissons une série d'attaques pour lesquelles nous devons être prêts. Parfois, je ne me sens pas vraiment en sécurité parce que je sais que même si je suis dans un abri, si beaucoup de missiles s'abattent dessus, il peut toujours s'écrouler. Israël s'est donc entraîné toute la journée afin de tester la capacité de réaction de la population en cas d'attaque de missiles. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a lui choisi d'évoquer la menace nucléaire iranienne. Écoutez-le. Les défis s'entassent autour de nous entre les missiles et les roquettes fournies par l'Iran. Quand on parle de la sécurité d'Israël, j'ai d'abord confiance en nous-mêmes. L'accord qui est en train de se former entre les grandes puissances et l'Iran va mener l'Iran à avoir la bombe atomique et à gagner des milliards. Avec cet argent, l'Iran va continuer d'armer nos ennemis. 1 an après la mort des 3 adolescents enlevés et assassinés par 2 terroristes palestiniens, Israël se souvient aujourd'hui. Les mères des victimes ont fondé une association appelant à l'unité de la société israélienne. Mathias Inbar, revenons sur les faits. Que s'est-il passé exactement l'été dernier ? Bonjour Eleonore. Ce qui s'est passé exactement, c'est le 8 juin précisément aux alentours de 22h, 22h30. 3 adolescents qui sont aux alentours du carrefour du Gouchet Sion, à la sortie de leur école talmudique, décident de rentrer chez eux par leurs propres moyens, de ne pas emprunter le bus et de faire du stop. C'est là qu'ils montent dans une voiture et ils comprennent très rapidement qu'il ne s'agit pas d'une voiture israélienne, mais bien conduite par 2 Palestiniens, 2 terroristes palestiniens du Hamas. Et l'un d'eux, Gilad Shaher, 16 ans à peine, prend son téléphone, appelle la police et chuchote « On vient d'être kidnappés ». La police ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Il faudra 4 heures avant que les parents de Gilad, justement, ne le voient pas arriver et décident de déclencher l'alerte et que la police donc commence à les rechercher. Ils seront découverts, leur corps sera découvert 18 jours plus tard, le 30 juin précisément, moins d'1 kilomètre après leur enlèvement, ce qui laisse à penser depuis le début, en tout cas depuis le départ, qu'ils ont été assassinés quelques minutes après, à peine après avoir été enlevés. Est-ce que vous diriez que cet événement, qui est également un des événements qui a déclenché la guerre qui a suivi l'été dernier, est-ce que le traumatisme de cette guerre est toujours aussi présent en Israël aujourd'hui ? Il est présent dans les têtes tant israéliennes que palestinienne. Je vais expliquer israélienne parce que, bien évidemment, les terroristes palestiniens se sont attaqués à 3 symboles, non pas des soldats, mais bien des enfants, des adolescents. Et ils savaient pourquoi ils s'attaquaient, c'était pour faire mal à la société israélienne. Et à chaque fois qu'il y a une menace ou il y a une crainte de kidnapping, on l'a vu dernièrement après ce kidnapping déguisé en faux kidnapping finalement de ce Niv Asraf. On a vu comment Israël s'est tout de suite, il y a eu un branle-bas de combat avec immédiatement les journalistes, la société civile qui était derrière cette information. Côté palestinien également, parce qu'on sait, plus de 5000 soldats se sont déployés immédiatement après cet enlèvement dans les villes palestiniennes et les Palestiniens ne veulent pas revivre ce type de situation.
Concernant le traumatisme, il est vivant, mais je dirais plus côté sécuritaire. Alors quel impact justement a eu cet enlèvement au niveau sur le terrain et au niveau sécuritaire, tant sur le plan israélien que palestinien? Les leçons ont été retenues. Au niveau sécuritaire, aujourd'hui, un agent du Shabak, des services secrets intérieurs, est toujours présent avec les policiers sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il faut régler immédiatement, Éléonore, le problème au moment où il est déclenché. Il ne peut pas se passer plus de 10 minutes sans que les personnes soient au téléphone, et il faut qu'ils travaillent ensemble. Immédiatement, aujourd'hui, il y a des soldats prêts à intervenir. On l'a vu dernièrement, ne serait-ce qu'il y a 2 jours à peine, une fille dans ce même carrefour du Gush Etzion a été vue en rentrant de force dans une voiture. Immédiatement et en 3 minutes, il y a eu des barrages routiers. Finalement, c'était une fausse alerte parce qu'elle était rentrée dans la voiture de son père, mais la preuve en est. Côté palestinien, eh bien, le dernier faux enlèvement de Niv Asraf a montré combien la coopération sécuritaire, malgré tout ce que peut en dire Djibril Rajoub, l'un des cadres de l'OLP, la coopération sécuritaire existe bien sur le terrain entre Palestiniens et Israéliens. La preuve, c'est que le faux enlèvement de Niv Asraf, immédiatement, les services secrets palestiniens ont transmis des informations à leurs homologues israéliens. Merci beaucoup Mathias Inba. On va justement regarder une vidéo mise en ligne par les mères des victimes qui ont fondé, je vous le rappelle, cette association qui appelle à l'unité de la société israélienne. Regardez. אהלן, מה שלומך? אנחנו רוצים שתוריד את כל הבגדים שלך ותלבש ג'ינס וחולצה לבנה. כן. כן, כן, זאתי, תודה. בוא תוריד את הכובע. את השרשרת להוריד בבקשה. בוא תוריד גם את הכיפה. לפני שנה בדיוק הגעתם כולכם, כמו שאתם בדיוק, כדי לחזק אותנו, ואז גם לנחם אותנו ולהנציח אותם. שלא תעזו להשתנות, תישארו כמו שאתם. אל תוותרו על הזהות, רק תישארו יחד. נתראה ביום האחדות, תגיעו כמו שאתם. Alors la journée de l'unité, c'est bien aujourd'hui. C'est un message fort de la part de ces mères. C'est un message fort parce que religieux et non religieux, juifs comme arabes, ont prié au moment de cet enlèvement. Ils ont été découverts finalement morts, mais en tout cas il y avait cette unité au moment des faits l'été dernier. Aujourd'hui d'ailleurs il y aura le prix de l'unité décerné à plusieurs personnes, remis par les parents de ces 3 adolescents dans la maison du président Reuven Rivlin. Reste à savoir effectivement, Éléonore, si l'unité ne s'est pas avérée au moment de la douleur, il faudrait qu'elle soit avérée également dans des moments difficiles, dans des clivages qui existent toujours et qui perdurent au sein même de la société israélienne. Merci beaucoup Mathias. C'est l'heure de la revue de presse avec vous, Maurice Ifergan, à commencer par le quotidien israélien Haaretz. Oui, Éléonore, Haaretz tente de percer ce matin la stratégie adoptée par Mahmoud Abbas. Le quotidien s'appuie pour cela sur des estimations des différents services de renseignement israéliens. Ils sont tous convaincus, écrit le quotidien, que le président de l'autorité palestinienne ne croit plus aux négociations pour parvenir à ses objectifs. Mahmoud Abbas préfère une campagne publique frontale et non violente contre Israël, écrit le Haaretz. Objectif, détruire le statut d'Israël auprès de la communauté internationale. Et à la une, cette citation de Barack Obama: si le processus de paix ne sort pas de l'impasse, il sera difficile pour les États-Unis de défendre Israël aux Nations Unies.
On passe à Yediot Ahronot. Le quotidien annonce que la Knesset va tenir aujourd'hui une réunion d'urgence sur les moyens de faire face au boycott international. Et cette séance parlementaire émet un parfum de panique. Yediot affirme qu'à travers le monde, les diplomates israéliens se trouvent seuls et sans moyens face aux militants du boycott. Et en illustration, cette histoire à Dublin, une grande chaîne de magasins de jouets placarde sur sa vitrine: nous avons retiré tous les jouets made in Israel. Il faut l'intervention fortuite, raconte le quotidien Yediot Ahronot, d'un conseiller de l'ambassade d'Israël qui demande sur Facebook: à quand interdirez-vous l'entrée de vos magasins aux juifs et aux chiens? Le Jordan Times commente la démission de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Vous le savez, Éléonore, que le prince Ali de Jordanie était le seul candidat face à Joseph Blatter. La démission de Blatter est une bonne chose, a estimé le prince. Le prince jordanien n'a toutefois pas précisé s'il comptait se représenter. En tout cas, la Fédération jordanienne de football est toute heureuse et reste convaincue que le prince Ali est l'homme de la situation. Bien entendu. L'Orient le jour, à la lumière des rumeurs sur la chute prochaine du régime syrien, le quotidien libanais cherche à percer la personnalité de Bachar al-Assad. Pour le quotidien libanais, Bachar al-Assad n'était que le plan B dans l'ordre de succession au Liban. Il y avait tout d'abord le père, Hafez, puis le fils aîné, Bassel, et enfin Bachar. L'espoir n'a pris les rênes du pouvoir qu'après la disparition accidentelle de son frère aîné. Dans une interview accordée en juillet 2008 à un journaliste français, il livrait du reste cette remarque: en Syrie, les fils font ce que font leurs pères. Et le quotidien de commenter: même méthode répressive, même discours paranoïaque et même déni de la réalité. Et on finit par Achar Kawassat qui raconte une histoire stupéfiante. David Alliance, c'est le nom d'un homme d'affaires et démocrate iranien en exil à Londres qui publie son autobiographie. Et David Alliance raconte sa première rencontre à Paris avec l'ayatollah Khomeini, alors en exil en France, mais à quelques semaines de son retour en Iran. Khomeini voulait rassurer les Juifs et Israël quant à l'établissement d'une république islamique en Iran. Quelques semaines plus tard, lorsque Shapour Bakhtiar, raconte-t-il, le premier ministre du Shah d'Iran, demande aux services de sécurité israéliens de liquider Khomeini, en France, le Mossad rejette catégoriquement cette idée. Merci beaucoup, Maurice. On revient sur cette interview accordée hier au magazine Culture, présentée par Valérie Abécassis. Et on parle de ce roman d'Eliette Abécassis, Alia, un récit en forme de coup de poing utilisé en toile de fond. L'actualité transforme ce roman en un véritable cri contre la montée de l'antisémitisme en France. Le livre décrit la nouvelle difficulté d'être juif et français et pose une question devenue inéluctable. Faut-il partir? Regardez un extrait. L'été dernier, j'étais en train d'écrire un roman sur un tout autre sujet. Et puis, il y a eu ces manifestations antisémites, en fait, où on entendait mort aux Juifs, où des gens ont attaqué une synagogue, ont brûlé des commerces juifs. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai ouvert un nouveau dossier. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et j'ai poursuivi l'écriture jusqu'en janvier, où j'ai dû, en fait, tout reprendre avec une coloration beaucoup plus tragique et dramatique. Et effectivement, dans ce contexte de montée de l'antisémitisme depuis plusieurs années, en fait, ça me hante depuis le meurtre d'Ilan Halimi, puis il y a eu Toulouse, l'attentat de Bruxelles, et puis tous ces actes quotidiens d'antisémitisme quotidien où les gens se font taper comme ça dans la rue. Et effectivement, on ne peut qu'être dans un profond malaise quand on est juif et on ne peut que se poser la question de quel est le sens de la vie ici. Alors justement, donc après cette énumération de tout ce qui cloche en France et qui est terriblement percutant, vous écrivez que le judaïsme est né d'une injonction de Dieu. Quitte ton pays, écrivez-vous dans le livre. Donc l'autre personnage féminin du livre, Gabrielle, elle part en Israël. Est-ce que selon vous, Eliette, elle abandonne son pays? Je pense que en fait, Israël est un idéal, un horizon auquel on pense depuis toujours, mais complètement, d'une façon totalement indépendante de ce qui peut se passer dans son pays. C'est une véritable aspiration et c'est ce vers
quoi on tend. Donc cela dépasse ça. Maintenant, il y a des accélérateurs, il y a des événements qui font que on doit partir, mais pas seulement par idéal, mais dans l'urgence et dans la nécessité. Et c'est ce qui pousse effectivement l'amie de mon héroïne à partir, comme beaucoup de gens autour de moi. Alors, dans mon roman, c'est un petit peu le reflet de ce que je constate dans la vie, c'est-à-dire il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui restent qui disent non, il faut rester justement pour combattre, notre pays c'est la France. Et mon héroïne fait tout un retour sur son histoire, l'histoire de sa famille en France, et à travers cela sur l'histoire des Juifs de France, qui sont sur le sol français, pour certains d'entre eux, ceux du comtat venessin, depuis l'an 70. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus français qu'un juif, en fait. Bien sûr. Donc, les racines sont profondes, l'attachement est profond, et puis le déchirement est réel quand il s'agit de quitter son pays, même si l'on part par idéal. Voilà une interview que vous pourrez retrouver dans son intégralité dans le Culture Mag, diffusée juste après le Morning. Restez avec nous dans un instant, on vous parle de ce groupe de filles chassidiques qui fait danser et rocker à Brooklyn. C'est dans 10 petites minutes, juste après un nouveau journal présenté par Sarah Gaudron. À tout de suite. Il est 9h42 à Tel Aviv et c'est l'heure de parler cinéma avec vous, Laetitia Loreni, et les sorties de la semaine. Oui, bonjour. Bien, l'avantage quand on est en France, c'est qu'on a l'occasion de pouvoir voir des films qui viennent des 4 coins du monde. Merci aux boîtes de distribution. Cette semaine, on a le choix entre des films français, brésiliens, britanniques, espagnols ou encore israéliens. J'ai sélectionné pour vous 3 de ces films qui sortent aujourd'hui en salle. D'abord, un film sur l'amitié français dans la lignée des petits mouchoirs de Guillaume Canet. C'est On voulait tout casser, l'histoire de 5 copains qui, comme tout le monde, ont connu des galères. Seulement, ils ont toujours été ensemble comme les doigts de la main pour les affronter, ces galères. Et justement, l'un de ces 5 copains ne va pas bien du tout. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. On regarde ça tout de suite en images. Attention Milou, putain, qu'est-ce que tu fous? Putain, mais tu me fais chier avec ton piano, merde! Tu l'insultes pas, c'est le piano de ma grand-mère. Elle est dans ta grand-mère ou quoi? Regarde-moi ça, tu le peins en vert, on dirait Shrek. Ah Milou, t'as pas l'air en forme. Elle est pas là, Sarah? Elle est là, Sarah? Non, elle est pas là, Sarah. Elle est pas là, Sarah? Non, elle est pas là, Sarah. Elle est pas là, Sarah. Bah, force, elle est plus là, Sarah. Samedi dernier, t'es sauvé. Samedi là, t'achètes un bateau. Samedi prochain, tu pars. Tu pars où? Faire le tour du monde, mon pote. C'est un rêve de môme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je sais à quoi tu rêvais quand t'étais môme? Hein, Tony, Bilou, Jérôme, Pancho? En même temps, il a raison. Moi, je sais même plus à quoi je rêvais quand j'étais môme. Et vous, ça vous a pris comment? J'ai un cancer, il me reste plus que 6 mois à vivre. Oh merde. Il est en train de mourir. Quoi? Kiki, il est en train de mourir. Regarde, il a menti depuis le début. Est-ce qu'on peut se parler une seule fois et se dire la vérité? Papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Si un jour il m'arrive quelque chose, eh ben tu chiens pas, tu t'accroches, tu te bats. Je sais pas si je vais partir. Je crois que je fais une connerie. Ce qu'on devrait faire, c'est passer un bon bout de temps ensemble. Puis quand t'es prêt, là, tu le fais. Arrive avec. Faut que je vous dise quelque chose avant de partir. Vous êtes ma seule famille, les mecs. Voilà, donc le cinéma Deux copains, c'est un classique du cinéma populaire français. Celui-ci a été réalisé par le rugbyman Philippe Guillard, qui avait déjà fait plus d'1 million d'entrées avec son film Le Fils à Joe. Allez, on passe à un autre thème traité de plus en plus fréquemment au cinéma, mais là, vous nous parlez d'un film qui traite l'euthanasie de manière assez originale. Effectivement, c'est un signe des temps, l'euthanasie est de plus en plus fréquemment un thème traité par les cinéastes. Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé en 2012, Miel de Valeria Golino en 2013, ou encore $1 Million Baby de Clint Eastwood en 2004, pour n'en citer que quelques-uns. Tous ces films ont en commun d'aborder chacun, à leur manière évidemment, des problèmes éthiques et moraux considérables. Fin de partie, c'est le titre de ce film des Israéliens Sharon Memon et Tal Granit. C'est étonnant en cela qu'il utilise les recettes de la comédie. Alors certes, très noir comme savent le faire les Israéliens, mais tout de même pour évoquer ce sujet, c'est tout à fait original. On regarde ça tout de suite en images. אלוהים, אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. גם בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי?
אני רווקה. מה שלומך, מקס? נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור איפסי. זה מחמיא לי מאוד שפנית אליי. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. מכשיר להמתת חסד, הלב. חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזור בלילה. ככה אנחנו לא מושכים תשומת לב. חדר 40. אתה יודע שאתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לה פעם, סע. זה אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. תגידי, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. מכונה הזאת, זה כמו כוסות. Bon, Laetitia, on reste avec les seniors, avec le retour d'Al Pacino. C'est pas très gentil pour Al Pacino, mais bon, c'est vrai, il a déjà 75 ans, Al Pacino. Il reste le poids lourd du cinéma qu'on connaît. Il est de retour dans ce film qui s'appelle Manglehorn, où il interprète pas un mafieux, pas un grand méchant, mais eh bien un serrurier solitaire dans un bled du Texas. Et il traîne sa solitude avec lui. Il a comme seul compagnon un chat qui s'appelle Fanny. Ce n'est pas une comédie, c'est bien là un drame américain. Il va tenter de commencer une relation avec cette femme qu'il rencontre à la banque. Et c'est là tout l'enjeu de ce film de David Gordon Green. On va regarder juste un tout petit extrait. Manglehorn. Oh, Fanny, I'm sorry. I didn't mean to scare you last night. I had to get in my boat. I got a boat with Fanny. Get on the ocean and just disappear. What would I do without my friend around? You know, I'd be sad on Fridays. These people in my life standing here, they're waiting for a miracle. Well, maybe this other woman, maybe she'll return. And maybe you'll remember how to love someone with more than an animal. You don't know who I am! But none of them mean a thing to me. I'm sorry. Just making fun of me. It would be great if you could be a father. You know you're a son of a bitch. Yes. Why do you hate everyone? You know, balloon belongs in the sky where it came from. Oh, it gets lonely. I love you very much. I love you too. Thank you for my lion. See you next week. Quand on voit Al Pacino aujourd'hui, quand même, beaucoup d'eau a passé sous les ponts depuis le Parrain. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire. Et c'est vrai qu'Al Pacino, on l'a revu pas mal de fois dans des gros navets. Là, c'est quand même, c'est tout de même compliqué pour ces acteurs. Vous parlez du Parrain, pour ces acteurs comme cette génération de Niro, Dustin Hoffman ou encore Jack Nicholson. C'est des énormes titans du cinéma. Et à 75 ans, trouver un rôle à Hollywood, c'est très compliqué. Et la plupart du temps, ils sont tellement charismatiques, ils portent tellement de poids cinématographique derrière eux que c'est difficile de jouer la subtilité. Manglehorn, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller le voir, c'est de voir s'il a réussi eh bien, à rester tout en subtilité dans son rôle de personnage vieillissant solitaire. Merci Laetitia Loreni. Le week-end dernier, malgré la pression internationale et les menaces du groupe BDS qui appelle au boycott d'Israël, le groupe de teenagers One Republic a débuté sa tournée internationale par Tel Aviv. Reportage de Daniel Campos avec David Gombin. Imaginez un pays où l'herbe serait verte et où les perches à selfie, les smartphones et les ados seraient omniprésents. Eh bien ce pays existe, c'est le One Republic au parc Ayarkon de Tel Aviv. C'est ici que ce groupe américain venu tout droit de Colorado Springs a joué devant un public surexcité de 20 000 groupies. Enthousiastes de visiter Israël pour la première fois, les membres du groupe n'ont pas cessé d'uploader leurs photos de la Terre Sainte sur Instagram. Le chanteur Ryan Tedder n'a pas caché sa joie de visiter les sites de pèlerinage chrétien.
Alors que nombre de leurs aînés annulent, la décision du groupe de débuter leur tournée justement à Tel Aviv était définitive. Et ce, malgré les pressions subies pour annuler le concert. Un maintien qui a su toucher leurs fans israéliens. Je trouve que c'est formidable. Il y a tant d'artistes qui se joignent au mouvement du BDS et qui annulent leurs concerts. Donc je pense que c'est formidable que des groupes comme One Republic campent sur leur position, viennent et jouent de la musique que tout le monde aime. J'ai vu qu'hier ils sont allés soutenir des soldats. Ça m'a fait chaud au cœur. Le groupe a aussi pris le temps de visiter les soldats postés auprès du système de protection Dôme de Fer, non loin d'Ashkelon. Les fans qui, dès le premier jour, ont acheté leurs billets étaient optimistes. Pas d'annulation possible. On savait qu'ils viendraient et qu'ils ne nous décevraient pas. Pas comme tous les autres. Enthousiastes, les fans israéliens ont chanté à tue-tête pendant presque tout le concert et le nombre impressionnant de vidéos postées le lendemain sur Internet témoigne du large public qui les suit depuis Israël. Montés en 2002 par Ryan Tedder et Zach Filkins, les One Republic ont rencontré leur premier succès sur MySpace après avoir été lâchés par Columbia Records. C'est cette popularité sur les réseaux sociaux qui a conduit le producteur Timbaland à les signer sur son label, le prestigieux Mostly Music Group. Depuis, leurs 3 albums ont tous atteint des sommets aux hit parades européens et au Billboard américain. Après leur première date israélienne, les voilà partis pour la Turquie, la Macédoine et la Bulgarie, avant d'arpenter le reste de l'Europe. Rudy, il me semble que vous êtes un grand fan de One Republic. Pas un grand fan, mais c'est plus qu'un groupe pour teenagers. One Republic, c'est énormément de tubes qu'on a l'habitude d'entendre à la radio sans forcément savoir que c'est ce groupe, mais c'est un groupe qui construit son succès sur les années quand même. C'est vrai, on reconnaît en tout cas leurs chansons. Vous allez d'ailleurs nous parler toujours de musique rock et religieuse. Ça paraît un peu paradoxal, mais ça existe. Ouais, et généralement, quand on parle de musique et de religion, eh bien, ça donne ça. Que ton nom soit sanctifié. Voilà, donc on a eu les prêtres, Glorious et Yakosh Vaki, mais je voulais vous présenter un tout autre style ce matin. Elles s'appellent Dahlia et Pearl et elles vivent toutes les deux dans le quartier de Brooklyn, près de New York, à New York, aux États-Unis, et elles ont formé toutes les deux les... Pardonnez mon accent, Bulletproof Stockings, ce qui signifie les collants par balle. Alors collants pourquoi ? Parce que c'est en référence à la tenue très prude qu'ont l'habitude de porter les femmes juives ultra-orthodoxes. Alors que chantent-elles, ces deux femmes ? Alors elles ont déjà sorti 4 titres sur iTunes et elles font un rock très mélodieux, très agréable à écouter, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Alors du côté des paroles, elles respectent scrupuleusement ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire la loi juive. Elles tiennent à rester dans les limites strictes de cette loi juive. Et puisque on parle de musique, la meilleure des choses, c'est d'écouter un extrait de leur travail. Alors voici l'extrait d'un documentaire qui a été réalisé par Sarah Berkovitch et qui leur est consacré. Donc on écoute les Bulletproof Stockings. Bravo, René. Bravo. On the platform, I wait like a captive, humming, haunting melodies to myself, longing emancipation. Just one day, it just hit me. You're going back to New York. You're going to do it for the women. It's going to be a women's band. It's not a solo thing, and it's just the women are going to come. And I suddenly just saw everything, all these just different women's events. The vessel's on its way, just 1 or 2 more delays. I hear an informant say from the watchtower on the bay, all the men sang from ramparts that mean nowhere to go, but not who's coming. Coney Island bound. People often ask us if we feel that we're stifling our success because we only play for women. We definitely don't feel that is the case. Ils ont une voix très sensuelle, très suave. Oui, je vous voyais. Complètement fan.
Ouais, une voix Tant très, mieux parce très que vous particulière. êtes leur public cible en fait. C'est ça, en fait, elle ne chante que pour les femmes, religion oblige. Hein. Oui, parce que comme je vous le disais, elles veulent respecter scrupuleusement cette loi juive. Or, il existe une loi qui s'appelle le Kol Insha. C'est un principe qui dit, je cite, que la voix de la femme est une nudité. Donc nudité, donc interdite aux oreilles des hommes. Il n'y a donc que des filles à leur concert, une ambiance très particulière, des filles religieuses, pas religieuses, juives, pas forcément juives. Ça donne une ambiance assez spéciale. Un extrait du concert qu'on a trouvé sur YouTube. Alors justement, comment le monde religieux les perçoit ? Alors, il y a quelques mauvais esprits, mais ils sont très très rares. En fait, les critiques sont plutôt bonnes. Leur musique est très bien vue dans le monde religieux, puisqu'elle respecte scrupuleusement donc, les lois de cette communauté. Donc, les hommes ne les écoutent pas et les laissent tranquillement faire leur musique. Alors, sachez que si vous voulez financer leur premier album, qui est en train d'être enregistré, vous pouvez le faire sur le net. Elles ont déjà levé plus de 40 000 $ sur une plateforme internet. Et donc, on va bientôt avoir droit au premier album des Bulletproof Stocking. Mais vous nous disiez qu'il y avait également, pas seulement justement des juifs à leur concert, que ça attirait également des populations non juives. Absolument. En fait, c'est devenu un groupe très hipster qui est suivi par les gens très branchés de New York, au-delà de la communauté juive chassidique de Brooklyn. Vous iriez les voir, mais moi complètement, mais justement, je me demandais qu'est-ce qui se passerait du coup si de plus en plus de public a envie de les voir. Est-ce qu'elles peuvent chanter face à des hommes ou Absolument pas. Elles veulent respecter cette loi. La loi juive, donc ça seulement restera les un femmes. public. Ça restera quoi qu'il arrive, même si des hommes les écoutent. Alors il faut savoir que la fille qui est à la batterie vient d'un milieu. Elle a quitté le monde religieux, elle y est revenue après. Merci beaucoup Rudy Sada, merci Laetitia Loreni d'avoir été avec nous et merci à vous de votre fidélité. Je vous invite à revenir demain, même heure, même endroit pour une nouvelle émission. Restez avec nous, la suite de vos programmes, c'est dans un instant sur Equity for News.